bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonsoir à tous, bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct comme chaque mercredi sur Radio M. Très heureux aussi de vous retrouver après quelques semaines de repos. Je souhaite la bienvenue à nos invités. Avec nous l'avocat Abdelrahman Salah, merci d'être avec nous. Hassan Mouali, merci d'être revenu au Café Presse Politique. Hassan Fadi aussi est avec nous. Alors nous revenons à une des institutions de notre émission, c'est l'image de la semaine. Ce qui vous a marqué la semaine écoulée. On commence avec vous, Yassel. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Je n'ai pas eu le temps de bien réfléchir, mais j'en ai une toute prête. Moi, je d'Ami, c'est le retour de Khaled Rani pour animer le Café Presse Politique, en dépit de tout, en dépit de la condamnation qui pèse sur sa tête, de son procès le 23 septembre, en dépit de tous les vents contraires. Nous sommes toujours là et nous allons essayer de continuer de décortiquer l'actualité politique. Ça, c'est l'image de l'année, c'est pas l'image de la semaine. Et nous resterons toujours ici pour vous informer. Hassan Mouali, qu'est-ce qui vous a marqué? L'image qui vous a marqué cette semaine? Alors, moi, c'est une image hideuse, j'allais dire. C'est le retour de nos champions paralympiques de Tokyo et l'accueil, enfin, je ne sais pas, c'est un mot déplacé que de dire accueil, parce que ce n'était pas un accueil du tout, avec les bus de transport public qu'on leur a réservés à l'aéroport pour les acheminer vers Alger. Pour moi, c'est une humiliation nationale, c'est indigne, des têtes doivent tomber. Il y en a qui sont tombés déjà, mais il faut frapper fort. Ces champions, ils nous ont honorés, ils ont fait retentir ils ont permis le retentissement de l'hymne national à Tokyo. C'est indigne. Ça on dit là un petit peu sur le fonctionnement des choses dans ce pays. Et grâce à eux, l'Algérie a décroché la 29e place aux Jeux paralympiques et les autorités qui essaient de se rattraper puisqu'elles ont préparé un grand le deuxième groupe, oui. Avec un toit ouvrant pour les recevoir. Maître Abdelrahman Salah, qu'est-ce qui vous a marqué l'image de la semaine? Il y a plusieurs images. Première image, l'image d'aller Les champions paralympiques. Au deuxième image, c'est notre confrère, Maître Hamito, qui est le commissariat pour rendre visite à un client détenu اللي هو حسن بوراس في البيض. صبروحو هو ثاني interpellé ils ont confisqué leur téléphone وداروا له محضر وسمعوه على جال publication sur Facebook. Ça veut dire que même les avocats aujourd'hui ne sont plus protégés face à la loi. Oui. C'est peut-être un risque maintenant. Alors on commence évidemment cette émission par l'actualité judiciaire, puisqu'on profite de votre absence, Maître Abdelrahman Salah. Il y a eu beaucoup de nouvelles de votre présence, pardon. Oui. Il y a eu beaucoup d'interpellations hier, notamment Bouagar qui a été libéré il n'y a pas longtemps. Alors les interpellés de Kharata aussi, parce que cette semaine c'était très très chaud à Kharata, il y a eu des dizaines d'interpellations. On a aussi accusé les personnes interpellées ou accusées de vandalisme, d'appartenance à des groupes terroristes. Et la chose surprenante, c'est que maintenant, on n'a plus peur de les rassembler tous dans le même pôle judiciaire à Alger. Est-ce que c'est normal, dites-nous en tant qu'avocat, qu'on ramène des gens de Kharata et qu'on les défère devant le tribunal de Sidi Mohamed? Bon, sur le plan juridique, la polarisation, القطبية هذه اللي بدأت en 2004. علاش بدأت en 2004 مع جرائم تاع الفساد ظهر عند المشرع انه كاين نقص في التكوين عند القضاة فيما يخص الجانب الاقتصادي والمالي ما يتحكموش فيه كامل. قال لك نديروا دي بول سبيسياليزي نعينوا فيهم قضاة مكونين سبيسيالمون بور سو جور دو ديلي تاع الفساد كوربسيون اكسيتيرا. ابري 2004 زادت يعني اقطاب اخرى دوطخ بول ولينا في البول تاع 2016 الجرائم زادوا لهم جرائم الارهاب وجرائم متعلقه بتكنولوجيا المعلومات غيره. En 2021 تعديل واحد اخر اللي خرج على لي بول افون كانوا دي بول ريجيون وكان بول في الجي بول في ورقله في قسنطينه في اورون وشاك بول عنده اختصاص جغرافي اللي يتحكم فيه. الآن خرجوا لنا بول جديد اللي هو القطب المختص سيدي محمد قطب وطني ناسيونال يسون شارج كامل القضايا المتعلقين بالجرائم الإلكترونية وكيقولوا الجرائم الإلكترونية تبدأ من البيبليكاسيون تاع فيسبوك وسور تويتر اللي هاكر اكسيتيرا تو الدومين تاع الجرائم الإلكترونية الجرائم تاع الإرهاب مالغري الإرهاب مازال يعني
المشرع الان راه توسع في المفهوم تاع الارهاب افون قانون مكافحه الارهاب كان يعني فقط يعني الجماعات المسلحه لي جروب تيروريست ارمي. دوك نو حتى يعني هناك يعني افكار سياسيه ولا تصنف ضمن الجماعات الارهابيه، وهذه ولات الاختصاص ديالها تاع سيدي محمد. تانيت توسيع الاختصاص تاع سيدي محمد في الجرائم تاع الاقتصاديه لي كريم ايكونوميك اي فينونسي. Sur le plan juridique, oui, c'est faisable, c'est juridiquement parlant. يعني يقدر المشرع انه يخصص محكمه تريبيونال. هذه راهي انسبيري من ليجيسلاسيون فرونسيز. En France هما اللي خرجوا هذه بولاريزاسيون تاع لي تريبيونو سبيسياليزي في تيل كريم تيل ديلي. هذه يديروا لهم سبيسياليزاسيون وتكون دي فورماسيون لي ماجسترا، فورماسيون لي غريفي، فورماسيون لي بروكيرور ثاني باش يميتريزيو بلوس هذا لو دومين هذا. البروبليم عندنا احنا وين راهي انا اللوم انه التشريعات ولا القانون هذا التعديلات على قانون الاجراءات الجزائيه ما جازتش على البرلمان، جازت بامر. يعني ما تناقشتش مليح سواء البرلمان اهل الاختصاص كلكو سوا يعني الاتحاد الوطني تاع المحامين ولا نقابه القضاة ولا ما كانش عندهم الفرصه باش يمدوا الملاحظات ديالهم على هذه المشاريع على هذه التعديلات تاع القوانين. وبالتالي الاداره هي اللي تصرفت، الاداره هي اللي تشرعت، وزاره العدل مع رئاسه الجمهوريه هم اللي يشرعوا هذه الاقطاب الجزائيه، هم اللي يحدوا صلاحياتها واختصاصاتها وغيره بمعزل عن اهل الاختصاص وبمعزل عن الطريق العادي للتشريع اللي هو البرلمان. Alors c'est légal, Hassan, c'est légal, mais le fait de tous les ramener ici au tribunal de Sidi Mohamed, c'est une manière de ne pas faire confiance aux autres tribunaux ou pour pouvoir bien s'en occuper lorsqu'ils sont ici sous la main à Alger. Bon, comme notre ami dit que c'est légal, donc on n'a rien à redire là-dessus, mais après on ne peut pas s'empêcher de dire que il doit y avoir une signification politique, une volonté, je dirais pas, presque une condamnation par anticipation. Parce qu'il y a déjà, quand on parle des activistes de Kharata, apparemment ils sont tous accusés d'appartenir au MAC, c'est ça. Donc appartenir au MAC, c'est-à-dire maintenant légalement, c'est appartenir à une organisation terroriste. Donc forcément, on connaît presque la sentence, le verdict. Je pense que c'est ça, il y a une volonté de faire peur quand même, c'est-à-dire brandir le sabre, celui qui bouge, on le flingue. Donc il y a une volonté de faire peur, même si, comme il le dit... Le texte, les perturbé. Selon vous, il faut que le Parlement soit associé normalement. Oui, bien sûr. Ah ben voilà, donc c'est quelque part antidémocratique, donc ce n'est pas tout à fait acceptable. Bon, moi je ne m'y connais pas dans ce dossier, mais c'est clair qu'il y a quand même une vision un peu sécuritaire des choses. Oui, c'est ça la question. Voilà, il y a une vision sécuritaire. C'est le tout judiciaire, sécuritaire qui se rassemble. Non, on peut relever qu'en 2019, même en 2020, il y a eu des juges courageux qui ont, dans les tribunaux à l'intérieur du pays, Tlemcen, Naba et ailleurs, Boumerdas, Babelouad, qui ont relaxé des militants du Hirak qui avaient été arrêtés et donc qui ont désavoué le procureur ou la volonté politique, surtout la volonté sécuritaire ou politique. Et en fait, depuis qu'il y a eu cette aggravation donc de la case terroriste qu'on a ajoutée depuis le 6 avril, avec l'occasion le fatwa au Conseil de sécurité, donc on veut s'assurer que les gens qui vont être arrêtés soient sous la main, soient contrôlés, donc on les a amenés à Alger. Et on a le sentiment que ça vient contredire la démarche du nouveau ministre de la Justice, Abdelghani Tebbi, ou Abdelrachid Tebbi, qui a lui, en arrivant, essayé d'adoucir un petit peu l'approche de Azramati, en disant il ne faut pas abuser de la détention provisoire. Il a parlé de la défense des droits et des libertés à 2 ou 3 reprises. Et donc on a le sentiment qu'on ne veut pas prendre le risque. L'appareil sécuritaire qui donne la ligne ne veut pas prendre le risque de continuer comme avant, de laisser les tribunaux à l'intérieur du pays traiter de ces affaires-là, de tout ramasser à un pôle à Alger qui est directement, à ce moment-là, qui est presque
extraterritorialisé par rapport à l'appareil judiciaire. Faire le travail. Voilà. Et donc là, effectivement, ça ne fait pas seulement peur, ça permet de traduire. ما تحاولش تفهم رفدناه عطيناه les 17 de Kharrata. J'ai discuté avec quelqu'un de Kharrata tout à l'heure, les 27 pardon, de Kharrata. Ce sont des militants pour la plupart de rien du tout. Ça a ressemblé à un moment donné, en fait c'est pour arrêter le Hirak du samedi qui a repris. في خراطة السبت اللي من قبل donc الشرطة وقفت, c'est la DGS, elle a déployé un peu comme à Alger Centre contre les Hirak. Donc il y a eu des affrontements. Ce sont des jeunes qui se sont affrontés à la police. Ce ne sont pas des dirigeants locaux de Hirak de Kharrata, ce ne sont pas des militants, ce sont des jeunes qui ne voulaient pas de la police parce que Kharrata tout de suite, c'est tout. Et donc maintenant on leur colle, et on est à peu près sûr, en les ramenant à Alger, que l'appareil judiciaire, entre guillemets, celui qui est sanctuarisé dans ce pôle, va suivre. Il y a quand même une crainte j'allais dire, d'une maquisation de tout. C'est-à-dire, dès qu'il y a une petite manif et tout ça, on colle MAC. D'abord, quand on parle du MAC, est-ce qu'il y a des cartes MAC? Moi, j'aimerais bien savoir comment on reconnaît que tel Khaled est maquiste et pas maquiste. Je ne sais pas comment. Bouzid Chalalan a dit que les personnes accusées de MAC dépassent de loin les nombres de militants du MAC. C'était un post sur les réseaux sociaux. Mais moi, je suis originaire de la région. Je connais un petit peu. Je connais des gens qui tiennent ce discours. Mais ce n'est pas des gens encartés, parce que le MAC, c'est presque une officine. C'est pas un parti politique, c'est pas un mouvement qui va casser structures et tout ça. Il délivre des cartes d'adhésion et tout ça. Voilà. C'est pour ça que quelqu'un a écrit un petit post sur Facebook, il est soupçonné, hop, Irfdo. Je pense que c'est pas une bonne politique. Ce n'est pas une bonne politique parce que il y a dans une famille que vous pouvez trouver quelqu'un qui a des idées proches du MAC, par exemple. Mais ça ne fait pas de lui un terroriste, ça ne fait pas de... Donc la tentation de mettre tout le monde dans le même sac, j'ai bien peur que ça produise l'effet contraire. Il y a eu de nouvelles interpellations hier, puisqu'on parle du volet sécuritaire également, notamment Bouagar, qui a été libéré il n'y a pas longtemps, le journaliste Hassan Boras qui a été arrêté, qui n'a toujours pas été présenté devant le procureur de la République. On est dans les 3 jours d'interpellation, toujours dans un commissariat. Il n'y a pas d'avoir beaucoup d'avocats qui se présentent à nouveau pour le défendre. Après, il y a déjà un de ses avocats, Maître Ahmi, qui l'avait défendu en 2016, est actuellement à Ain Salah, donc il n'a pas eu le temps, mais il va se rendre sur place, il est en contact avec la famille. Comment est-ce qu'on explique encore cette arrestation? Et comme vous voulez le dire, son avocat a été à son tour interpellé. Oui, ou la question qui se pose, pourquoi jusqu'à maintenant, mais elle m'a présenté chez le procureur? Son domicile a été perquisitionné. Oui. On parle d'une vidéo, apparemment. Vidéo sur Facebook où son ordinateur a été confisqué pour examen ou l'expertise judiciaire. Mais pourquoi 3 jours, ou demain c'est le 4e jour, il n'est pas encore présenté autant qu'avocat, مازال ما على بالناش التهم تاعو شنو هي. بون يهضروا على فيديو تاع فيسبوك مي على بالك النيابه تقدر من صوره واحده تخرج لك 3-4 chefs d'inculpation. Voilà. Il y a aussi le cas de notre confrère, évidemment, Rabah Khalech, puisque la date de son procès en appel a été fixée. Il se déroulera le 4 octobre à la Cour de justice de Tamal Rasset. Rabah Khalech qui va bientôt boucler 6 mois en prison pour un vrai délit de presse. Alors que la constitution algérienne considère que le délit de presse ne peut pas être privé privatif de liberté. Privatif de liberté. On passe à un sujet qui vous a passionné cette semaine, Hassan Al-Qadi, c'est le plan d'action du gouvernement qui a été donc présenté par Ayman Abdelrahman, que vous aviez qualifié de sympathique il y a quelques semaines avant les vacances sur le plateau de Radio M. Ayman Abdelrahman qui garde donc le portefeuille du ministère des Finances et qui a présenté son plan d'action du gouvernement axé sur 2 volets, le politique et l'économique. On va commencer par l'économique. Est-ce que vous pensez vraiment que ce plan d'action peut relancer le climat des affaires en Algérie? En fait, la question c'est celle-là, parce qu'on a bien compris que dans le partage des tâches, ce qui a eu lieu entre Tebboune et Djerad était supposé s'occuper de l'économie, parce qu'il ne peut pas parler de politique. La fois où il a parlé de politique, c'était pour accuser les jeunes de Gouraya d'être dans un complot incendiaire pyromane. Voilà, c'est une tâche noire qu'il va transporter avec lui à Stockholm.
Ayman, d'ailleurs, il a mis en premier dans les réformes économiques, il a mis la modernisation du secteur bancaire, etc. Et dans son programme, il a l'ambition de relancer l'investissement qui est bloqué. Il y a beaucoup on l'a évoqué hier ici au Café des experts économiques, beaucoup de velléité de débloquer l'investissement, parce qu'il y a du chômage, il y a plein de projets, et il y avait les projets de la SABA, évidemment, qui sont à l'arrêt, mais il y a aussi les projets de l'Ebrab qui étaient à l'arrêt. On pensait qu'avec la chute de Bouteflika puis de Ahmed Gaïd Saleh, son décès, il allait être relancé. Il est toujours bloqué. Trituration, l'eau pure, etc. Et en fait, la question qui se pose, c'est pourquoi ça reste bloqué? Pourquoi ça reste bloqué? Est-ce qu'un gouvernement comme celui de Ayman Ben Abdelrahman, il a l'autorité politique pour débloquer ce que les autres n'ont pas pu débloquer? En fait, on se rend compte qu'il n'y a pas encore de consensus de business, ce qu'on peut appeler un consensus de business, pour répartir la richesse entre les gouvernants, ceux qui tiennent le pouvoir. L'Askar, la présidence, les principaux, d'autres, de nouveaux oligarques qui vont travailler sous le couvert de tel et tel. Ce consensus, Bouteflika, il a mis 2-3 ans à commencer à le mettre en place. Dès 2001-2002, les marchés de l'énergie, c'était Khalil qui faisait ce qu'il voulait. Les marchés de certains secteurs de ministres proches de lui et de Saïd, avec Tamar, Tamar peut-être pas directement, c'est peut-être pas quelqu'un, moi je ne peux pas accuser Tamar, il n'y a rien contre lui, Abdelhamid Tamar, mais d'autres, Haddad est devenu, il est rentré tout de suite dans le cercle présidentiel, à l'époque, etc. Et donc, il y avait une cohérence de business. Ben shkoun yakoul, ben shkoun yakhdem, les affaires marchaient. Bon, il y avait des contrats, etc. Remettre en marche quelque chose de ce type-là, aujourd'hui, c'est impossible. On parle de juste le cahier des charges pour importer l'automobile. Mais ils sont bloqués sur ça, ils n'arrivent pas. Il n'y a pas un pôle qui peut décider qui va devenir le nouveau Mourad Almi pour travailler avec son Atrak. Ils sont bloqués avec Volkswagen. Ils sont bloqués. Arbrab, on a créé de l'emploi, Arbrab. Personne n'arrive à lever la main sur Arbrab. Et donc, on est dans un système qui est toujours en guerre interne. Il n'y a aucun coup. Ce n'est pas Tebboune qui va s'imposer aux autres. C'est pas Tebboune. Ils se neutralisent mutuellement. Personne ne peut prendre une décision de ce type. Ça paralyse toute l'économie. Donc, je vous retourne la question. Est-ce qu'un gouvernement technocratique, entre guillemets, avec quelqu'un d'aussi transparent que Ayman Ben Abdelrahman, adossé à une assemblée aussi peu légitime que celle qui est sortie des urnes le 12 juin, peut changer ce statu quo? Mission impossible. Moi, je suis complètement d'accord. C'est un peu vouloir mettre du mouvement dans un statu quo. Ça ne marchera jamais. Il n'y a pas ce gouvernement est en train de montrer et démontrer qu'il ne fera absolument rien. Voilà, l'exemple le plus emblématique, c'est celui du secteur automobile. Ça ne bouge pas. Moi, je lis ce qu'écrivent les journalistes de la presse spécialisée. Ils nous ont dit que septembre, ça va commencer. C'est les premiers véhicules vont arriver en septembre. Et finalement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien ne bouge. Rien ne bouge. Donc j'imagine, politiquement, c'est clair que, comme le dit Ihsan, ce sont ceux qui tirent profit de ces gros marchés, parce que c'est des milliards de dollars en jeu, ils ne se sont pas encore mis d'accord sur les parts de chaque et qui reviennent à chacun, parce que le fric, ça se gère en haut lieu, c'est pas chez nous. Et du coup, ça retombe sur le fonctionnement général de l'économie. Rien ne bouge. On parle d'un plan, mais les plans, là, Ayman Abdelrahman vient de promettre la réforme du système financier. Tu sais, Khaled, j'ai commencé le journalisme en 1994, j'entendais ces rayés. À ce jour, en 2021, je suis retraitable, on parle encore de réformer le système financier. Il faut croire que le fonctionnement actuel de notre système financier arrange beaucoup ceux qui bouffent de l'argent dans ce pays. Donc on a beau faire des discours de profession de foi, le patriotisme économique, que sais-je encore, mais en vérité, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc il y a Arbrab, il y a X, il y a Y qui va manger avec nous, à qui on va donner ça. Et donc ça bloque le pays malheureusement. Voilà le triste constat. Le problème, beaucoup plus, c'est administratif. Notre économie, c'est une économie administrative. Donc tu as le dossier de l'automobile. Est-ce que المصالحيه تاع المينيستير دو لاندستري هي اللي تجيري هذا الدوسي سي با المينيستير دو لاندستري اللي امبورتي لي فييكول سي المينيستير دو كوميرس فوالا هنا كاين لي بيروغاتيف داخلين في السيكتور ايكونوميك
علاش دائما كنا نقولوا انه لي مينيستير كي اون شارج دو سيكتور ايكونوميك لازم يكونوا وحده. فوالا مينيستير دو ليكونومي فوالا. ما تقدرش تجيب وزاره الفلاحه. علاش وزاره الفلاحه تجيري سيكتور ايكونوميك، وزاره التجاره تجيري سيكتور ايكونوميك، وزاره الماليه تجيري سيكتور ايكونوميك، وزاره الطاقه تجيري سيكتور ايكونوميك، وزاره اسمه الصناعه، وزاره الصيدليه فوالا. J'ai envie de poser la question à Ihsan. Est-ce que c'est logique, est-ce que c'est logique, pratique, objectif que le Premier ministre porte, j'ai aussi le portefeuille des finances. C'est dingue. Le portefeuille des finances, c'est immense. En même temps, tu es Premier ministre. Est-ce que c'est aussi important? D'abord, pourquoi on lui a donné pourquoi ce cumul d'abord? J'ai pas eu l'occasion de discuter. J'aimerais bien comprendre pourquoi. C'est l'expérience portugaise en 1932. Ben, Ayman Abdelrahman, c'est un jeune cadre, c'est pas. Non, c'est vrai que mais pourquoi jumeler ça les deux? existe dans certains pays. Hein? C'est un 60. Enfin, quand ça tu dis existe, 60, c'est vrai que 60, oui. 60 ans. Parce qu'on a l'habitude d'avoir des non-homogénaires, donc c'est pour ça que je dis. Il existe. Il a dit Ayman Ben Abdelrahman, c'est un jeune. Sympathique et jeune. Oui. Parce que j'ai 50 ans. Il existe des cumuls entre ministères, mais un ministère aussi important que le ministère des Finances aurait dû être confié à un ministère à part entière, non? Oui, c'est une évidence, sans compter que. Quelle est la réponse à ça? Premier ministre et ministre des Finances. À l'âge. Non, c'est une manière de dire qu'il a fait du bon travail en tant que ministre des Finances et qu'il cumule avec le Premier ministère. C'est beaucoup plus le ministre des Finances qui cumule avec le Premier ministère que le contraire. En fait, on croit au gris-gris. Vous vous souvenez d'une phrase de Al-Majid Tebboune qui a dit c'est Farhat Itali, راح يخرج لنا stratégie اقتصادية. Je me souviens. Donc on est en train de chercher un Belmadi des finances et de l'économie pour sauver l'économie algérienne. Bon voilà, c'est un peu cela. Sauf que bon, on sait très bien que, en fait, le pouvoir n'en a pas fini avec le Hirak. La preuve, c'est qu'il essaie de s'attaquer à ce qu'il considère comme étant, peut-être à juste titre, un des bastions historiques du Hirak, Kharrata. Hein. Et donc, il est toujours avec les Canadaires en train de surveiller les départs de feu, pour rester sur une image du mois d'août. Mais la réalité, c'est que les départs de feu, il y en aura toujours devant, parce que la situation, elle ne fait que se détériorer. C'est toujours la sécheresse, c'est toujours la canicule, entre guillemets, sociale et politique. Et donc, il n'arrivera pas à proposer et à reconstruire un projet vers l'avenir avec Ayman Ben Abdelrahman ou un autre, tant qu'il n'aura pas réglé cette question de sa relation avec sa société, son peuple, son opinion. Et cette question-là, elle va toujours le bouffer. La preuve, c'est que même ça, le café presse politique, on débarque toujours avec la répression, avec la montée en grade des procédures judiciaires, etc. Et le contenu politique d'un projet dans lequel il y a des objectifs, une ambition nationale, etc. Et malheureusement, ça va être comme ça. Pendant encore un moment, ce moment, il ne faut pas qu'il se prolonge longtemps parce qu'on est en train de frôler la catastrophe. Dans ce temps, il y a des élections qui pointent à l'horizon au mois de novembre. Au mois de novembre, il y a aussi le volet politique dans ce plan d'action du gouvernement. Il y a un plan d'action et des annonces très importantes et aussi très encourageantes. Mais est-ce que vous y croyez lorsque vous entendez dans le plan d'action du gouvernement respect des libertés, etc., etc. Est-ce que sur le terrain, c'est plutôt le contraire qu'on voit? Enfin, personnellement, en tant que journaliste, j'ai toujours entendu ce beau discours de tous les premiers ministres, y compris Hamdi Ouhi qui est en prison aujourd'hui. Tous les premiers ministres, quand ils faisaient déclaration de politique générale, plan d'action et tout ça, y compris Tebboune en 2010 et tout ça. Mais tu ne vois jamais de chiffrage. On voit ce qui se passe en France, par exemple, quand un nouveau Premier ministre arrive, il y a un chiffrage. On va gagner tant de millions d'euros, on va financer tel projet avec tant de millions d'euros. Donc après, ça devient... Tu prends ta calculette et tu fais les comptes. C'est ça un Premier ministre. C'est vraiment une martingale. Mais chez nous, il n'y a rien, c'est des professions de foi, ce sont de belles formules. Mais il n'y a rien du tout. Moi, si je peux résumer la situation de l'Algérie, le seul segment qui fonctionne, et encore, hier on lui a tapé dessus, c'est Djemal Belmadi. Moi, j'aimerais bien qu'on voit des politiques à la Djemal Belmadi. C'est quelqu'un qui est entier, il sait ce qu'il fait. Vous avez remarqué, par exemple, il y a une dépêche de la PS qui était un peu contre Belmadi. C'est bizarre. Et la télévision nationale ne déhache le Maroc. Et moi, je pense que beaucoup des millions d'Algériens se reconnaissent dans Djemal Belmadi. C'est pas que c'est quelqu'un d'incroyablement... Mais un peu plus dans Karim Tabou et Mustafa Bouchachi, quand même.
Enfin, moi je dirais Belmadi. Belmadi, pour moi, il me symbolise parce que je me reconnais en lui le succès, l'intelligence. Quand il parle, c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir de l'écouter, ce type. Il nous sort du système, Ihsan. Moi, j'aimerais bien, parce qu'un sélectionneur de l'équipe nationale. C'est la compétence qui parle. Il est compétent. Voilà, on commence par ça. Quand on met des compétences dans des postes sensibles, forcément, quelqu'un de compétent, il n'a pas peur. Il a une technicité, il a un savoir-faire. Donc, du coup, tu peux lui poser n'importe quelle question. Il est honnête. En plus, Est-ce qu'il commence à gêner le système, Jamal Belmadi? c'est ce que j'allais en venir justement. Ouais. Ça ne m'étonne pas qu'on le mange dans un mois, dans 2 mois. Ça ne m'étonne pas. C'est un pays qui fonctionne, qui marche sur la tête. Un type comme ça, il a fallu qu'il fasse un match nul au Maroc contre Burkina Faso et on lui tombe dessus. C'est dingue, c'est dingue. Nous avons l'impression que dans ce pays, dès qu'on arrive, dès que quelqu'un essaie de réussir dans un domaine, quel que soit le domaine, on le casse. C'est pour ça que je ne peux pas croire ce plan, aussi beau, aussi créatif soit-il, qu'il soit matérialisé. On parle de débureaucratisation depuis 1994, on y est encore aujourd'hui. On parle de corruption depuis la nuit des temps. C'est bon, la bureaucratie de mais c'est lui le patron. Mais quand c'est pas moi, c'est le système qui est fait comme ça. Où est le système? Voilà, à vous de voir. Non, moi je voulais juste dire, si on devait faire un parallèle, on parlait du programme du gouvernement et de sa capacité à mobiliser autour de lui pour se projeter dans l'avenir et tout ça, et on a glissé sur Jamal Belmadi. Le héros dans le dernier épisode de Jamal Belmadi, c'est l'ingénieur agronome qui a suivi la pelouse de Tchaker, qui l'a rendu nickel et qui a reçu les félicitations au mois de mars dernier de Jamal Belmadi, parce qu'il a fait de l'excellent travail. L'État, l'administration, la bureaucratie n'a pas été en mesure de fidéliser cet ingénieur parce que sous quel statut, la DGS, la FAF qui le gère, etc., ils n'ont pas réussi à renouveler. Une ressource de qualité est partie, la pelouse. C'est un fonctionnaire de la DGS. Il ne pouvait plus s'en occuper, il ne payait pas. Ça raconte Le drame algérien. comment l'Algérie ne peut pas faire fonctionner les compétences qui peuvent améliorer l'efficacité de sa gouvernance. Mais ça, c'était à la limite le tableau qui nous a amené au 22 février 2019. Aujourd'hui, on est dans une situation. Le grand thème de la rentrée aujourd'hui, ce n'est pas le programme du gouvernement, malheureusement on en parle parce qu'on est obligé d'en parler. C'est le déferlement de volonté de départ. C'est la catastrophe. Moi, j'ai le moral dans les chaussettes parce que quand je discute avec plein de gens qui étaient complètement insérés en Algérie, etc., les NES de la VFS, le Canada, c'est un déferlement. C'est-à-dire qu'on a vu les images de Kaboul avec les Hercules, avec des centaines d'Afghans dans l'avion pour partir. Aujourd'hui, on est dans le même scénario, mais on ne le voit pas parce que ça passe par d'autres voies. On ne voit pas le Boudéker Bnissaf et on ne voit pas les avions des gens qui partent comme des touristes, mais qui ne vont pas revenir. Le grand désespoir que Tebboune et Chinguiriha ont créé pendant ces 2 années, ما نشافش شكون يقدر يغفر لهم. C'est-à-dire que la grande espérance du Hirak de 2019, aujourd'hui, elle est en train de se transformer en désespoir complet, y compris pour les Algériens qui étaient les plus impliqués. T'as le Hirak, bon, on a vu pour Brahim Al-Alami qui était une figure, etc. C'est ça qu'il faut retenir. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque part, vous voyez, je ne sais pas, un indice qui peut renverser cette tendance? Moi, j'aimerais bien voir cela. Maître Abdelrahman Salah, dans le plan du gouvernement, c'est un beau discours, mais est-ce que dans les actions, ça va être comme ça aussi? Sur le terrain, on ne voit pas. Ouais. Malheureusement, c'est le cas de 62. Est-ce que الاعتقالات راهم يزيدوا الآن؟ Bien sûr. Bien sûr. Au contraire, أنا راني نشوف باللي الاعتقالات اللي راهي دوك نقدر نقول باللي أكثر من اللي كانت en juin 2019. À partir de juin 2019, puisqu'on compte presque 300, plus de 300 détenus, ou 1000 poursuites judiciaires pour des gens en liberté. En liberté provisoire. Il y a le terme juridique, détention provisoire ou liberté. Mais donc là, le contraire, la liberté provisoire. On est à 50%. À 50%. On est à 50%. Alors, le plan de charge تاع الجوفرنمون ما يقدرش ينجح. علاش؟
Même عنده des ambitions économiques ويقول لك ما على باليش les exportations 2021 or les hydrocarbures راح يلحقوا 5 مليار دولار ولا بصح كما يقولوا بالعربيه فقاعه صابون ما راحش تنجح. علاش؟ ماشي مبنيه على استراتيجيه. حاجه دوزيام الاقتصاد باش يمشي لازم له زوج حاجات. لازم الاطمئنان. ابن خلدون عنده واحد الكلمه يقول لك لا ملك الا بالجند. يعني السلطان ما لازمش يكون ما يقدرش يكون سلطان غير اذا كان عنده ارمي فورت هكذا الجند. والجند هذا واش لازم له؟ لازم له دراهم. لا جند الا بالمال. المال هذا باش يجي لازم لك اصلاح العماره. يعني الاقتصاد لازم ليكونومي يكون يمشي. ليكونومي باش يمشي لازم العدل. راس المال جبان. راس المال ما يقدرش يدخل المارشي وين il est instable sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan administratif, sur le plan de liberté et droit. ما كاش ما يقدرش ان انفستيسور يجي ينفيستي وهو ما راهوش ضامن روحه انه ممكن يكون في الحبس. بويسك علاش لي دروا ديالو اللي راهم في لي تاكس في الدستور ولا في القوانين ولا ما راهمش موجودين على ارض الواقع. هذا هو الويك اللي لازم الحكومات تفهموا انه باش دير اقلاع اقتصادي لازم يكون هناك يعني طمأنينة. الطمأنينة باش تجي بالعدل. العدل باش يجي لما تحترم الناس، لما تعطي لهم حقوقهم وحرياتهم. يبدا يخدم يهدر وبعد في الخدمه يخدم. كي تبدا الخدمه تمشي ليكونومي تتحرك. ما تقدرش يعني تمشي ليكونومي يمشي ديماري ديكولي لافيون de l'économie décollée où الحريات والحقوق راهم مجموعين. Oui. Par contre, oui, Hassan. Ça m'inspire une petite conclusion de dire c'est pas qu'on va pas, on n'est pas des oiseaux de mauvais augure pour dire ils vont pas réussir, mais malheureusement le cocktail qu'on voit en ce moment, on voit mal comment ça va marcher. Tu as une assemblée qui a été élue dans les conditions qu'on connaît. C'est une assemblée dans un mois, les indépendants vont créer un parti politique qui sera un peu le suppôt de Tebboune et tout ça. Vous pensez qu'il y aura c'est l'alliance présidentielle réactivée. Vous pensez qu'il y aura un parti du président? C'est sûr. Ils l'ont déclaré, les indépendants. Aïtma Guellata, qui a parlé la dernière fois, ils vont créer un parti. Ils sont la deuxième force politique à l'Assemblée avec 85 députés. Ils vont se présenter avec des listes indépendantes pour les municipales et locales. Et je te promets qu'il va avoir au moins la deuxième position. C'est comme ça. Il suffit juste de dire c'est bon, on sait comment ça fonctionne chez nous. Et donc le pouvoir est à l'aise, il va faire passer toutes ces lois, tous ces trucs. Donc, à l'international, vous voyez très bien que la Mamra, il est partout. Tourner un périple africain, ils viennent d'installer une espèce de task force diplomatique. Même Harshawi, on l'a sorti des archives. Abdelkrim Harshawi, diplomatie économique, diplomatie stratégique, je ne sais pas moi. Il y a beaucoup d'anciens diplomates qu'ils ont remis sur. C'est des envoyés spéciaux pour chapeauter des dossiers. Donc, pour dire, à l'étranger, ça marche. Il y a le journal de 20 heures. Chaque soir, il y aura de belles images de notre ministre qui bosse, des envoyés spéciaux envoyés en Libye, dans toutes les zones de tension, au niveau international. Donc c'est beau, c'est une belle carte de visite pour l'Algérie. Mais en interne, le drame, c'est en interne. Ce que disait Hassan tout à l'heure, et ce que dit notre ami monsieur l'avocat. Si ça ne va pas chez nous, tout ce que tu fais, ça ne sert absolument à rien. Il faut rasséréner, il faut être juste tout simplement. La politique sécuritaire, la gestion sécuritaire du pays ne mène absolument à rien. Tu ne fais que remettre à plus tard la solution. Et c'est dommage, mais ce pays ne peut pas attendre parce qu'économiquement, on est sur les jantes. Tout le monde le dit, on est sur les jantes. On n'est même pas capable d'assurer de l'oxygène dans les hôpitaux, de l'eau, même pas H24, même une journée sur deux, nous ne l'avons pas. On ne sait pas éteindre les feux, on a toujours des morts, on meurt de tout dans ce pays. Le phénomène de Haraga qui est en train de flamber, les migrations au Canada qui flambent. Mais oui, Nana Rahin. Moi, j'ai bien envie de poser la question. Oui, Nana Rahin. S'il vous plaît, c'est notre pays quand même. Il faut donner une perspective à ce pays, à son peuple. Nous avons le droit, c'est notre pays. On n'a pas un pays de rechange. Donc ce n'est pas... moi, je suis dégoûté quand j'ai vu l'ancien Premier ministre nommé ambassadeur. D'ailleurs, à Stockholm. Zarbati nommé ambassadeur. Les jeunes chambres, les non-ogénaires, ils trouvent du boulot comme... Dans toutes ces mauvaises nouvelles, la bonne nouvelle, c'est qu'on va relancer la diplomatie algérienne grâce à M. Jarrad.
à M. Zarmati et M. Cheni, qui sont nommés respectivement ambassadeurs à Stockholm, Prague et Tripoli. Pour qu'on voit pas. Alors, comment vous avez réagi, vous en avez parlé, on commence par vous, Yassine, comment vous avez réagi à cette triple nomination? Alors, les trois sont surprenantes, on pourrait dire que c'est celle de Zarmati qui est surprenante, parce qu'on l'envoie à Prague, mais celle de Jarrad aussi, c'est la deuxième fois qu'un Premier ministre redevient ambassadeur, c'était Sidi Ahmed Ghazali à Paris. Oui, à Paris. Comment vous réagissez? Il y a une cohérence de système. Le système remercie les commis de l'État qui le servent, surtout dans une période aussi délicate. Donc, les gens qui ont... On s'excuse auprès de M. Ghazali pour la comparaison avec M. Jarrad quand même. Oui, oui, on peut le faire. Les gens qui sur les réseaux sociaux se sont agités en disant que après le limogeage de Zarmati, il allait partir à l'Haraj, ça n'était pas la route, je crois qu'on l'a dit dans le café presse politique. Et on ne peut pas demander aux fonctionnaires de faire le sale boulot qu'a fait le ministre de la Justice pendant cette période-là, pour ensuite l'envoyer en prison, parce que ça signifie que plus personne ne va vouloir faire ça. C'est un très mauvais signal qu'on va envoyer à ses propres fonctionnaires. C'est pas cohérent. Et donc, à aucun moment, on a pensé qu'il n'allait pas être récompensé. Grand bien lui fasse. Il se retrouve en République tchèque. Bon, l'histoire continue. Hein, voilà. L'histoire continue sur ce qu'il a fait. Pour Jarrad, c'est un personnage tellement insipide que j'ai du mal à en parler. J'ai dit tout à l'heure qu'il avait accusé de jeunes innocents à Gouraya d'avoir été des pyromanes, alors qu'ils étaient ceux qui ont alerté du départ de feu. Il a d'autres casseroles qui va traîner. Encore une fois, c'est pas ça qui... Enfin, à mon avis, c'est pas la Mamra qui a décidé de ces affectations. Et ça dit des choses aussi sur la subordination du civil au militaire. Et c'est vrai qu'il y a une grande différence entre la task force que vous avez abordée avec Leila Zerrougui, Dilmi, Ammar Bellani, etc., qui sont des diplomates de carrière extrêmement connus. Même certains ont fait leur carrière à l'international, comme Leila Zerrougui, qui était chef de la mission de l'ONU en RDC. Elle était chef de mission de l'ONU en RDC, qui est la plus grosse chef de mission des Nations Unies. Et il y a une grande différence avec cette triple nomination. Non, par rapport à la task force, moi je suis de ceux qui, peut-être c'est la politique étrangère, c'est le seul segment de la vie nationale où je le suis plus ou moins bien. Je suis en accord avec on va dire les pouvoirs publics, les gouvernements. Donc je suis... Donc vous êtes favorable... Dis avec mon ami, non, c'est pas, je ne personnalise pas, parce que avant, c'est mon point de vue, hein, on n'avait pas de ministre des Affaires étrangères. Moi, j'apprécie l'homme. C'est un technicien de la politique étrangère, de la diplomatie. Il s'y connaît très bien, c'est un homme de réseau, c'est quelqu'un qui a fait 17 ans en Afrique, 17 ans aux États-Unis. Il a quand même... Il faut lui acheter une colonne vertébrale, il n'en a pas. C'est ça le problème de l'Amtana Mamra. Il a servi Bouteflika, il a servi Gaël Salah, il a essayé de diaboliser la révolution populaire au début en allant dans des capitales étrangères pour dire attention, etc. Ça, c'est l'aspect politique, oui. Non, un homme politique, Raoul Dima, je vais citer, on va dire François, qui a été avocat du FLN, je suis désolé, je le cite parce qu'il a été avocat du FLN. Dominique de Villepin, aux Nations Unies, il veut pas suivre avec la position de la rue. Il prend position et il démissionne si ça va dans une autre direction. L'Andana Mamara, il peut être un bon technicien, mais sur le plan politique, pour être chef de la diplomatie d'un pays comme l'Algérie, il faut avoir une colonne vertébrale. Je suis en partie d'accord avec vous insistez sur le plan diplomatique, sur le plan diplomatique, je pense que c'est une bonne chose parce que... Et sur le plan réseau. Sur les réseaux, absolument, les réseaux. Donc il va au moins... Parce que le pays se porte mal, donc c'est bien quand même qu'au moins en politique étrangère, on a quelqu'un qui s'occupe bien des choses. Maintenant, pour les postes, les 3 postes qui viennent d'être désignés, je pense que c'est des petits cadeaux, tout simplement. Jarrad. En tant que, pour moi, déjà ministre, alors là, Premier ministre, mais ambassadeur à Stockholm, j'imagine, c'est une plante pour lui, c'est bien. Dommage mais parce qu'il est enseignant à l'université, donc il aurait pu continuer à donner des cours, il sera plus productif peut-être que d'être ambassadeur là-bas. On n'a pas besoin, à la limite, presque d'une ambassade à Stockholm. Je ne sais pas si on a des intérêts à part Volvo et tout ça. Bon, Khalina. Mais c'est mieux pour les étudiants quand même qu'ils soient à Stockholm. Tu as 10 étudiants à Stockholm, Khalina. On n'a pas une communauté algérienne à Stockholm, pas beaucoup du moins. C'est-à-dire un Premier ministre à Khaled. Un Premier ministre, déjà le poste, c'est un gros poste. Premier ministre dans son pays.
Quand c'est pas contradictoire, c'est pas interdit d'envoyer un Premier ministre comme ambassadeur. Mais tu l'envoies pas n'importe où. Je l'envoie à Washington, à Moscou, à Paris, dans des grandes capitales. Parce que tu as besoin de quelqu'un de très costaud. Mais Chaïb, tu peux même devenir maire. Il y a certains, en France, ailleurs, ils redeviennent maire. Mais Chaïb, parce qu'il y a eu ce débat sur Facebook. Mais un Premier ministre, je l'envoie à Paris, par exemple, je l'envoie à l'Union européenne, je l'envoie à Washington, là, je vais comprendre pas. Parce que Jarrad, il a de la carrière. Mais là, franchement, Stockholm, c'est... Après, Slimane Chemine, c'est le contre-exemple. Slimane Chemine, qui était journaliste, qui était un député MSP, tout ça, attaché de presse du MSP, tu l'envoies en Libye. En Libye. Mais Libye, c'est une zone chaude de la Libye. Actuel, ouais. En Libye, je vais envoyer le plus brillant diplomate algérien qui parle français, arabe, anglais et tout ça, je l'envoie là-bas. Parce que tous les enjeux sont en Libye. Tebboune lui-même dit que c'est la profondeur stratégique, la sécurité de la Libye, c'est notre sécurité nationale, et tu m'envoies en bas de Slimane Hanni. Et le troisième, c'était qui? C'est Belkacem Zarmati. Belkacem Zarmati, moi j'ai été de ceux qui pensaient que Zarmati allait être récompensé, non pas envoyé en prison. Moi je pense qu'il a été le service, le régime, il est très très généreux vis-à-vis de ses fidèles serviteurs. Et puis, tu te souviens, son discours d'adieu, de départ, c'était un discours d'un chef d'État pratiquement. Il prenait date. Ce gars, je me suis dit, peut-être qu'il prend les gens avec moi, je serai candidat la prochaine fois. C'est peut-être un projet de candidat après Tebboune. Ou un tremplin de pratique. Absolument. Donc, envoyé là-bas. C'est la planque en République tchèque, et Riachua, parce qu'il a bossé pendant 2 ans, il a bossé Riachua à l'Adriatique, c'est tranquille et tout, et peut-être qu'il va revenir. Maître Abdelrahman Saleh, هذه التعيينات Je partage la vision de Hassan. Premièrement, les 3, même Libye, même Tripoli, ما راهيش مراكز مهمة في الدبلوماسية الجزائرية. مع لا سويد بعد بصح حبست في 86 ملي مات أولف بالما خلاص سي بون. Relation algéro-suédoise. Mais la Libye, quand même, c'est la guerre, quand même. Non, la Libye, la décision. Haftar et tout. La décision, ما راهيش في l'ambassade تاعنا في Tripoli, c'est ailleurs, c'est pour ça qu'il faut envoyer des gens costauds. Non, je vois pas. أنا نشوف بلي c'est. Amar Bellani, on comprend, c'est ça. C'est Sahara occidental. Il maîtrise parfaitement. Il était à l'Union européenne. C'est des maisons de repos. Est-ce que c'est normal pour vous que l'Algérie nomme un envoyé spécial pour le Sahara occidental? Pas spécialement Sahara occidental, mais il sera chargé du dossier. Non, mais c'est dans la dénomination quand même. Sahara occidental et dans la dénomination. Il est libre. À Hadou, c'est des postes d'envoyés spéciaux. Hein. C'est des diplomates, bien sûr, de carrière. Ils sont chargés des dossiers. On le fait au Maroc, ça se fait en France, ailleurs, il n'y a pas de problème. Le chef de l'État, il a le droit de nommer qui il veut, il n'y a pas de souci. C'est un peu des conseillers. Mais Sahara occidental, parce que tu sais très bien que le Sahara occidental, c'est une affaire interne. Oui, mais c'est quand même bizarre. Je pense qu'on a consacré beaucoup de temps à des postes qui, vous êtes un peu d'accord pour dire, je peux juste apporter un bémol sur le poste de Tripoli, mais pour dire que ce n'est pas important. Le poste le plus important pour les prochains mois, si on reste dans cette orientation du tout sécuritaire, c'est Genève. C'est les Nations Unies, c'est la Commission des droits de l'homme. Elle se réunit le 13 septembre prochain. Michel Bachelet, qui en est la présidente, a assisté à la dernière réunion. L'Algérie est au banc des accusés. Elle peut envoyer, la Mamra peut faire le tour de l'Afrique plusieurs fois. Dans l'opinion internationale, nous sommes un pays, l'hyperdicide, qui ressemble de plus en plus au pire pays, à la Biélorussie et à d'autres pays. Et c'est de ce côté-là que les diplomates algériens, je ne sais pas si c'est l'ancien ministre des Transports du RCD qui va s'occuper de ça, qui est conseiller à la présidence, si c'est lui qui va aller faire la danseuse à Genève pour expliquer que l'Algérie, c'est le pays des libertés, mais c'est de ce côté-là qu'il faudra muscler la diplomatie entre guillemets algérienne. Voilà. J'aimerais vous faire réagir. D'ailleurs, Abdelrahman connaît bien les procédures de ce type-là et ça va prendre beaucoup de temps. Peut-être qu'il pourrait nous dire quelque chose sur les procédures. Les enquêtes, quand elles sont ouvertes devant la Commission. Parce qu'il faut rappeler que la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a beaucoup réagi sur le cas des détenus d'opinion en Algérie. Est-ce que vous pensez qu'elle va encore le faire au mois de septembre prochain? Qu'est-ce que vous normalement, dans ce mois de septembre, la réponse du gouvernement algérien, les observations les Bachelet ou même la Commission des droits de l'homme, même les rapports les Jazouf, la Commission des droits de l'homme. On attend de côté la réponse du gouvernement algérien à les accusations de la répression,
rétrogradation تاع les droits et les libertés. نشوفوا le rapport du gouvernement algérien, la réponse du gouvernement algérien qui sera présentée aux commissions des droits de l'homme ce mois-ci. ونشوفوا c'est quoi l'intention de payer, mais c'est pas uniquement l'État, c'est quoi l'intention de payer sur le plan liberté et droit. Il nous reste 5 petites minutes. J'aimerais vous faire réagir sur une phrase, ce n'était pas prévu, mais c'est très important. C'est une phrase qui a choqué beaucoup d'Algériens, et j'en fais partie, peut-être pas vous. C'est Lakhdar Brahimi quand il parle de la présence afghane, de la présence américaine en Afghanistan, et qui dit, dans une interview, qui dit que les Américains ont choisi de quitter l'Afghanistan comme les Français ont choisi de quitter l'Algérie en 62. Moi, j'ai été choqué, j'ai fait un post sur Facebook, effectivement, mon ami Ahmed Tazir a balancé l'interview de Monde. Ahmed Tazir, j'ai lu, première question, première réponse, là, je me suis dit, bon, c'est des choses qui ne se disent pas. Après, bon, il y a 2 niveaux de lecture, selon moi. Dire que les Français sont partis comme les Américains, c'est-à-dire c'est une victoire, c'était pas une défaite militaire. Ou est-ce qu'ils sont partis parce qu'ils ont perdu? C'est ça la question. Alors, la défaite militaire, bon, quand on y réfléchit calmement, sereinement, est-ce que l'Algérie, on avait la possibilité de battre l'armée française? Impossible. Donc, c'était pas une victoire militaire, mais une victoire politique absolue. C'est-à-dire la France ne pouvait plus continuer à rester en Algérie parce que l'Algérie a fait un travail diplomatique extraordinaire. On a humilié la France, il fallait qu'elle quitte. Et d'où De Gaulle, je vous ai compris. Mais que ce soit dit par un ancien ministre des Affaires étrangères, ça choque. Qui plus est sur un média français. C'est pour ça que ça choque. Il y a des choses, il y a ce qu'on appelle les mythes fondateurs. Nous avons un récit national, un roman national à entretenir. On sait tous qu'on n'a pas battu la France militairement, c'est clair. On a eu beaucoup de pertes et tout ça, c'est la 4e puissance mondiale, mais ça ne se dit pas. On ne le dit pas, et surtout pas par un ministre des Affaires étrangères. Je pense que ça a été maladroit de sa part. Hassan, est-ce que c'est une maladresse de Lakhdar Brahimi d'avoir dit que... Moi, je préfère parler de Nzar. Moi, le général Nzar a dit on n'a pas besoin d'une 6e frontière algérienne en parlant du Sahara occidental. Mais ça, c'est autre chose. Oui, non, pour dire, je préfère parler de quelqu'un qui était puissant, qui reste relativement influent, etc. Pour dire que les accusations qu'on nous envoie tout le temps, Nas al-Hirak ou Ayadi al-Kharijia, etc., qu'en fait, les gens qui ont occupé les fonctions les plus importantes dans ce pays, ce sont eux qui, quand on cherche dans leur mind, sont les suppôts de l'antinational. Parce qu'on peut tout dire sur le Sahara occidental, on peut tout dire sur l'histoire coloniale, mais sortir des phrases comme ça... Absolument, c'est inacceptable. J'ajouterai un petit truc, si tu permets, Khaled. Brahimi, qui a dit ça, il a dit à partir de France, de sa résidence parisienne. Oui, voilà, je ferme la parenthèse. Et il a tenté aussi en 2019 de sauver le 5e mandat du président. Absolument. Et c'était lui qui nous donnait à chaque fois qu'on disait que Bouteflika est mort, il a couru de France pour le rencontrer. C'est bon, je l'ai vu. Attendez, il faisait la même chose que la Mamara dans un autre style. باش نفهموا مليح. Voilà. Il راح l'étranger. Oustad, sur la déclaration de Lakhdar Brahimi. أنا نشوف أنه ما غلطش. كاريمون ما غلطش. اوكازيون كونترار الابراهيمي حل الباب باش نخرجوا من حاجه اللي نسميها توجور التاريخ المدرسي. نوتر هيستوار اوفيسيال هيستوار سكولير واش قرينا في المسيد هذاك هو اللي يخرجوا لنا في على انه الحقيقه بليون ونص شهيد ثاني لازم تعاود تتناقش. واش قال الابراهيمي انه نحى حجره من الميور الكبير هذاك اللي سميوه التاريخ المدرسي اللي مبني على دي صحيح اللي كيلو ديزاين ما يهمش le lieu il n'a pas eu je comprends ton souci je le partage César Van va le dire Mohamed Harbi le dit absolument tout le monde le dit tout le monde le dit c'est une victoire politique elle n'est pas militaire les moudjahidines de l'intérieur les wilayas le disent ils étaient rapatriés c'est pas un problème ça choque parce que c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères il le dit à partir de Paris non c'est pas on a vraiment fini merci oui le temps passe très très vite. On peut dire que l'équipe nationale de football a été très bien accueillie. A été bien accueillie à Marrakech. Ils ont joué en terre marocaine. On a joué à domicile, on a fait match nul. Est-ce que vous avez signé, Hassan Mouali, l'appel à la raison entre l'Algérie et le Maroc? Je ne l'ai pas vu, mais qui a été signé par un groupe d'intellectuels algériens et marocains. J'ai vu des Marocains, des intellectuels marocains. Très peu d'Algériens, il faut le dire. Il y avait Zober Arous notamment. J'ai vu. Elle n'a pas été proposée à beaucoup. Elle n'a pas été proposée à beaucoup d'Algériens. Moi, écoute, moi je suis maghrébin jusqu'au bout des ongles. Moi, c'est la conférence de Tanger 58, c'est ça. 58, Mahri et tout ça. Moi, je suis maghrébin. Les Marocains.
Marocains, c'est des frères, les Tunisiens, c'est des frères, surtout les Marocains. Hein. On est beaucoup plus proche des Marocains que des Tunisiens. Donc tu me poses la question à moi, les deux peuples, c'est un seul peuple. Après les deux régimes, chacun, bon, il y a l'affaire du Sahara occidental, j'ai mon point de vue là-dessus, je soutiens le combat du Sahara occidental, moi je suis ouvert, c'est un peuple à part. Les dernières provocations du Makhzen, elles étaient inacceptables. Personnellement, j'ai soutenu la rupture des relations diplomatiques, je le dis officiellement. J'ai soutenu, à un moment donné, Mohamed VI, il fallait lui dire arrête, puisque on n'a plus de vue commune. À un moment donné, il faut ça va lui donner à réfléchir. Ça va prendre beaucoup de temps pour développer. C'est une polémique, chacun a son point de vue. J'espère qu'on va continuer à vendre du gaz au Maroc, par contre, parce qu'on a besoin de vendre du gaz. Très bien. Merci à vous tous d'avoir été présents à ce nouveau Café Presse Politique. Évidemment, avant de terminer, on réitère toujours notre solidarité avec le journaliste Rabah Kalesh, emprisonné depuis le 19 avril de manière injuste et arbitraire pour avoir exercé son travail de journaliste. Son procès en appel aura lieu le 4 octobre prochain. Et toute notre solidarité aussi avec les deux journalistes marocains trop longtemps emprisonnés. Près d'un an, Omar Radi et Slimane Raissouli, et une pensée évidemment à tous les détenus d'opinion qui restent encore trop nombreux en Algérie. Hassan Bourras aussi, on en a parlé, qui n'a toujours été pas déféré devant le procureur. Merci à vous tous et à mercredi prochain sur Radio M.